Donc bienvenue pour cette rentrée des tribus, la deuxième qu'on fait en virtuel. L'an dernier, on était à 2 avec Julie. Cette année, on est déjà 4 à l'écran et 5 avec Olivier. Et on a aussi 3 autres membres de la tribu qui sont là avec nous. Donc on est hyper content de se retrouver et de vous retrouver pour cette présentation où Adrien a accepté de relever le défi et de nourrir cette conférence. Donc, juste en 2 mots, la tribu Languedoc-Roussillon, on est 3 animateurs, donc moi-même, Tristan, qui a rejoint en plein Covid et en plein virtuel grâce à la rentrée des tribus de l'an dernier, où il était venu nous voir. Voilà. Et il est rentré et devenu un élément moteur. Et il y a aussi Olivier, qu'on prête pas mal à Paris aussi. Donc, voilà. Donc, on est 3 animateurs avec en plus des personnes qui se mobilisent pour nous, comme Julie qui est là aujourd'hui ou Marion que vous ne voyez pas mais qui est là et qui donne vraiment du temps et de l'énergie et des compétences en fonction des sujets. En gros, la tribu Languedoc-Roussillon, c'est de Nîmes à Perpignan. On est environ une centaine de membres et il y a un noyau fidèle d'environ 20 personnes. On est même monté à 25-30 avec le digital. Voilà, là, vous avez quelques noms de personnes du réseau. Voilà. Et en fait, si tu reviens juste au slide d'avant… Ouais, pardon. Non, il n'y a pas de souci. En fait, on propose beaucoup d'événements diversifiés. On s'engage dans des projets communs. Donc, on a fait des tables rondes, on a fait des visites d'entreprise, on a fait du mentoring étudiant. Voilà, donc on essaye de se renouveler et de trouver des choses sympas tout le temps. Je veux bien que tu ailles au 3e slide. On passe celui-là et on va au dernier. Le dernier slide, en fait, voilà. Nous, vraiment, on est une tribu locale, dynamique et ouverte. Vraiment, la convivialité, le partage, c'est très important. En 2020-2021, on a réussi, malgré le confinement, à rester bien mobilisés. Pendant toute la période cruciale, on a lancé les pit stops avec Julie. Donc, on se retrouvait une fois par mois à partager avec l'ensemble du réseau et c'était vraiment sympa. On a fait un peu des walk and talk, c'était un peu clandestin, une fois sur la plage. Et puis, sur l'été, quand ça s'est détendu, on a aussi fait de l'inter-réseau, puisque là, vous avez tous les animateurs de l'ensemble des réseaux des grandes écoles sur Montpellier. Voilà. Et sur 2021-2022, donc c'est Tristan qui va être pas mal le pilote. Donc, on a envie de faire des visites business sur site, des ateliers Conf Cool, c'est un nouveau concept. Et puis aussi, le 12 octobre, il y a une soirée inter-réseau régional. Pas tout à fait nouveau concept, pardon, Tristan l'avait lancé avant sur Reims, c'est ça? Alors, pas moi, mais en tout cas, il y avait un collectif avec Bilal, j'espère qu'il est présent, Candice, avec qui on avait lancé ça sur Reims. Et c'était voilà, une version TEDx, mais très, très cool, où on apprend en partageant tous ensemble. Voilà, parce que donc, Tristan est passé de Reims à Montpellier. Ouais. Voilà. Et La météo est différente, je peux le dire. Voilà. Et donc, avant de commencer, on avait envie un peu, parce qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, on avait envie un peu les 25 personnes qui sont là, que vous nous donniez un peu votre état d'esprit. Il est 19h, fin de journée. Voilà, nous, vous voyez, on est tous dans le même cadre, un cadre magnifique dont Adrien va vous parler, mais on ne vous voit pas. Donc, on propose un petit ship scale. Le petit ship scale, voilà. Donc, en fait, l'idée va être que vous nous disiez à peu près quel est le mouton qui correspond à votre humeur tout de suite, là, maintenant, en ce moment. Voilà. Mettez-nous dans le chat le numéro qui correspond. 2, Delphine, donc 2. 2, c'est… C'est so cute. C'est so cute. 9, tout content. Aguirre est tout content, il saute. C'est le sujet, Aguirre, qui vous… Voilà. La tête dans le guidon, 8. A jamais bien compris ce que c'est le 8. Un peu joueur. 2, tout mignon. 1, super. Excellent. 6. 6, le 6, il est parfaitement adapté au lieu, très bucolique. Peut-être que vous pouvez aussi, Adrien, tu peux nous dire, parce que c'est toi qui vas intervenir, quel est ton numéro pour toi? Moi, j'adore le 9, moi.
T'adores le Ouais. 9. Ouais. Super. Tristan? Moi, physiquement, je suis plutôt sur le 3, quoi. Tu vois, un peu mèche rebelle, un peu comme ça. Et ouais, non, le 9 aussi. Hein, le 9, à bondir sur Adrien pour discuter avec lui. Ah, alors là, Aguirre, c'est très heureux de rencontrer la tribu de ma région. Super. Aguirre, on espère bien te rencontrer bientôt. Super. Génial. En Bon, tout ben cas, c'est voilà, très varié. c'est très varié, vous êtes assez représentatif. Et donc, je laisse la parole à Tristan, voilà, qui. À plus tard à tous. Merci Dorothée. Merci beaucoup. Voilà une petite présentation sur la partie tribu et je rejoins Dorothée pour dire que voilà, on a une tribu très dynamique et il y a une vraie force du collectif pour apprendre, pour échanger, pour s'entraider aussi. Donc moi, ça fait très peu de temps que j'y suis et je suis très heureux d'être intégré à cette tribu. Et pour faire on va dire un parallèle avec la deuxième partie de cette soirée, c'est cette force du collectif qui aussi anime Adrien dans son projet. Et donc, on va basculer désormais sur une thématique qui est un peu le fil rouge, donc, comme vous l'avez compris, de la rentrée des tribus, à savoir l'impact positif de nos organisations. Et Adrien, tu es présent sur ce lieu de The Island avec nous. Tu nous as conviés même. Merci encore. Et tu es initiateur du projet donc de la Fabrique des Possibles. Et on va pouvoir discuter de cela. Mais alors, avant de rentrer vraiment dans le détail de ta mission, est-ce que tu veux bien te présenter ton parcours et un peu la genèse de ce projet? Avec plaisir. Bonsoir à tous. Vous me dites hein, si vous m'entendez pas bien. Normalement, je pense qu'on est bon au niveau sonore. Donc, moi, je suis diplômé de Neoma depuis 2012 avec une spécialisation RH. J'ai un parcours initialement donc marqué sur la partie ressources humaines avec 3 ans en cabinet de recrutement et 3 ans en cabinet de conseil, en management et ressources humaines. Donc tout ça sur Montpellier. On est venu s'installer en province dès la sortie de l'école avec ma conjointe. Et puis 2020, la période de Covid, ça a chamboulé pas mal de choses au niveau professionnel aussi de mon côté, avec des périodes où on s'est retrouvé avec ma femme, avec les enfants à la maison, différentes choses et recherche de sens, de questionnement comme pour beaucoup de gens et reconnexion avec des personnes avec qui j'avais un peu moins pris le temps de rencontrer et notamment David Coste, donc David qui est le gérant de l'agence Patte Blanche, qui est le créateur du lieu qui nous accueille aujourd'hui, donc The Island. The Island, c'est un tiers-lieu qui est avenue de Toulouse à Montpellier et qui accompagne et héberge des entrepreneurs sociaux et des projets à impact positif. Donc avec une partie cowork, bureau alloué la journée et une partie plus événementielle, activité le soir avec à la fois une partie travail classique, mais aussi toute une partie bien-être, étant donné qu'on a une salle qui est réservée pour les praticiens. On a des personnes qui viennent faire du shiatsu, on a une énergéticienne, etc. sur le lieu. Et donc, reparti de ce lieu, c'est comme ça qu'est né le projet de la Fabrique des Possibles, avec la volonté d'intégrer à ce lieu une proposition de formation, de séminaire, d'accompagnement pour traiter de ces questions de transition et pour vouloir être le plus cohérent possible, chercher à les traiter de la manière la plus transverse possible. C'est pour ça qu'au sein de la Fabrique des Possibles, on parle aussi bien d'environnement, de climat, de rapport à la nature, d'alimentation, mais aussi de modèle organisationnel, de posture managériale, de répartition de la valeur, de numérique responsable ou encore de mobilité, d'indicateurs extra-financiers. Voilà, plein de sujets en rapport avec ces sujets de transition et avec la volonté de pas recréer quelque chose qui existait déjà, mais plutôt de passer à l'échelle au niveau local sur des initiatives qui existaient. Je me suis rapproché de différentes personnes du territoire de l'Occitanie, des chefs d'entreprise, des enseignants, des artistes, des formateurs qui prennent part au projet. Aujourd'hui, on a à peu près une petite vingtaine de personnes mobilisées sur le projet. On l'a donc financé, on a structuré notre offre de formation et on développe donc depuis vraiment avril-mai
auprès des territoires, auprès des entreprises, donc à la fois des ateliers, des activités, des formations pour accompagner sur ces thématiques de transition. Et pour les locaux de l'étape, les Montpelliérains, sachez qu'on sera présent au Forum du Nouveau Monde vendredi, samedi, dimanche prochain au Quorum, donc ce grand forum organisé autour des sujets de transition avec Bertrand Piccard en parrain, il y aura Edgar Morin qui interviendra, enfin des super conférences, et nous on présentera notre projet aussi à cette occasion. Donc n'hésitez pas à venir nous visiter sur site au Quorum. Super, merci Adrien pour cette introduction. C'est vrai qu'on peut comprendre la créativité en tout cas qui inspire le lieu parce qu'on y est tous et on est tous franchement estomaqués dès qu'on rentre dans The Island. On ne fera pas une visite drivée parce que sinon il aurait fallu louer un drone, etc. C'était un peu compliqué, mais je pense que le mieux c'est de pouvoir venir sur place, hein, je crois Adrien, pour se rendre compte de l'atmosphère et l'énergie du lieu de The Island sur Montpellier. On va prendre juste une petite minute ou deux pour vous faire participer, vous qui êtes nombreux connectés sur le Zoom, pour vous demander à vous, voilà, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui vous motive à venir à s'inscrire sur cette session avec nous, hormis bien évidemment notre bonne humeur, mais en tout cas la thématique d'Adrien. Voilà, essayez de nous donner quelques mots-clés, quelles sont vos attentes par rapport à ce sujet. Que je rappelle, donc recentrer le vivant replacer le vivant au centre des stratégies des organisations, donc des entreprises et autres. Et voilà, on vous laisse la main, on vous laisse pas la parole, mais on vous laisse la main pour pouvoir participer dans le chat, je pense. Ouais, ce sera mieux. Depuis tout à l'heure, on est sur la partie discussion. Et comme le disait Tristan, n'hésitez pas à venir visiter le lieu pour ceux qui sont sur place ou de passage. Voilà, en journée, ça peut s'ouvrir et le soir, on organise aussi toute une partie événementielle grand public à travers différents ateliers de sensibilisation, des fresques du climat, etc. Bon, on aura l'occasion d'en parler un peu par la suite. N'hésitez pas surtout. Alors, on a déjà quelques contributions. Donc, retrouver du sens pour Alex. Françoise nous dit un esprit de découverte. Elle est venue dans un esprit de découverte se connecter sur cette session. Mon coaching, mon entreprise suivent exactement ces approches, ayant été formés sur ces principes et notamment en éco-psychologie. Donc, continuons les synergies, nous dit Marion. Denis nous parle de cohérence par rapport aussi à être végétarien. Aguirre de la région trouve que le sujet est bien intriguant. Donc voilà. Edgar Morin aussi, je pense à l'accueil de l'incertitude dans la stratégie. L'envie d'aider les organisations de se reconnecter au vivant, au monde en conscience. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà fait quelques pas vers la thématique. Donc, on va laisser la parole à Adrien. Ouais. Allez, vas-y Adrien, on va essayer de comprendre un petit peu plus en détail ton concept. Alors déjà pour peut-être positionner un peu la terminologie et le vivant, parce que donc replacer le vivant au centre de nos stratégies. Le vivant, c'est quoi? C'est justement la volonté de remettre du global sur ce sujet en prenant la nature, l'environnement, la faune, la flore, l'homme et l'ensemble de ses composantes et sortir d'une approche anthropocentriste où l'homme est au centre de tout, mais au contraire rechercher à analyser et à entretenir les relations entre l'homme, la nature, entre les hommes aussi, entre eux au sein des organisations, parce que c'est tout un volet qui est hyper important et qu'on détaillera un petit peu, mais c'est vrai que c'est à la fois la relation de l'homme avec son environnement extérieur, mais la relation des hommes entre eux qui est primordiale. Et donc l'axiome de départ tout ça, c'est en effet d'avoir une vision plus holistique du monde et non centrée sur l'homme comme on a trop souvent tendance à l'avoir, en tout cas à notre sens au sein du projet de la Fabrique des possibles. Et en quoi tu dis que c'est, enfin tu dis que c'est primordial, mais en quoi, comment dire, on sait que c'est une thématique, on l'entend un peu partout, mais tu vois pas ça comme un effet de mode, tu vois cette chose de façon pérenne. En quoi tu vois l'urgence de s'attaquer à ce problème?
on peut ressortir différents points sur ce volet et peut-être le point chapeau, le point principal de tout ça, c'est l'urgence environnementale, l'urgence climatique qu'on connaît au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a les accords de Paris qui ont été signés, qui visent une neutralité carbone en 2050. Pour atteindre une neutralité carbone, il faut qu'on soit à une empreinte carbone par individu de 2 tonnes. Ça demande de repenser complètement notre mode de consommation. Il faut savoir qu'un Français moyen, aujourd'hui, on est plus aux alentours de 11-12 tonnes par an. Donc 2 tonnes, c'est un changement radical. Mais donc, du coup, c'est aussi un changement radical au niveau des organisations, de nos modèles économiques, de nos modèles de développement, pour pouvoir continuer à vivre dans un environnement et sur une planète soutenable et surtout laisser à nos enfants, petits-enfants, un monde sur lequel ils pourront habiter parce que c'est le vrai enjeu. Hein. Ça peut paraître lointain en fait, mais 2050 c'est demain et c'est le vrai enjeu du sujet. Ça c'est pour le volet environnemental. Sur le volet aussi santé humaine globalement avec tout ce qui est destruction des milieux naturels, baisse de la biodiversité. Il y a eu un super congrès à Marseille qui s'est tenu début septembre, du 3 au 11, je crois, de tête, qui était le congrès mondial de la nature par l'UICN, où on était vraiment sur ces questions de rapport à la biodiversité et comment on fait en sorte d'arrêter de détruire les espèces vivantes et justement de vivre un peu plus avec les espèces qui nous entourent. Et enfin, d'un point de vue humain, je pense qu'il y a aussi une urgence sociale, notamment en France, hein, mais à l'échelle mondiale, c'est aussi le cas. On le voit avec les tensions qu'on peut connaître au sein de notre société, avec des inégalités qui sont de plus en plus marquées. Alors là-dessus, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec notre cher ministre Bruno Le Maire qui dit que les inégalités ne s'accentuent pas. Si, elles s'accentuent de manière drastique entre les gens qui en ont de plus en plus et les gens qui n'en ont pas. Et le Covid n'a pas arrangé ça. Donc, c'est un peu tous ces constats-là qui font que on se pose ces questions et que les entreprises doivent se les poser pour s'engager sur cette démarche-là, mais aussi avoir un aspect différenciant vis-à-vis des différentes parties prenantes qu'elles peuvent avoir, les consommateurs à travers le développement de leur activité, mais aussi leurs équipes internes. On parlera de RH, comme je vous l'ai précisé, c'est ma formation de base, sur tout ce qui est recrutement, fidélisation, recherche de sens, valeur. On est sur ces thématiques-là de fond. Sinon, c'est des entreprises qui vont toujours être à la traîne, à se conformer à des réglementations et des obligations, mais qui ne seront jamais dans de la proactivité. Alors, je vais mettre un bémol un peu sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de greenwashing sur le sujet. On a toutes les entreprises qui communiquent. Si vous regardez un peu les campagnes de com de toutes les entreprises du CAC 40, elles sont toutes super écolo. Non, c'est pas vrai. Donc, voilà, c'est considérer ça et arriver aussi à amener aux individus la capacité d'analyse justement de ces annonces et de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment on peut analyser un cycle de vie de produit, etc. Et peut-être le dernier point aussi pour les entreprises qui va pour moi accélérer encore leur mouvement, c'est une dimension économique avec la notion d'émission de CO2, avec les taxes carbone qu'on peut connaître. Alors, je ne veux pas revenir en détail sur actuellement le fonctionnement de la taxe carbone qui n'est pas forcément pertinent, mais qui, à mon sens, sera revu. Le prix de la tonne de CO2, il cesse d'augmenter. En début 2010, il était à peine aux alentours de 2,5 euros. Aujourd'hui, on est à plus de 60 euros là actuellement. Il y a des prévisions pour qu'on soit à plus de 100, presque à 150 euros d'ici quelques années. C'est un vrai enjeu financier pour les entreprises aussi de questionner ça du coup à ce niveau-là. Ouais, elles ont finalement beaucoup à perdre de ne pas agir et aussi à gagner si elles agissent dans le bon sens, quoi. Et ouais, excuse-moi, Adrien. Oui, tu as fait un super résumé, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on parle de tout ça, tu vois, comme tu disais, il y a beaucoup de communication. Il y a les politiques RSE dans tous les groupes. Tu as clairement de la communication aussi institutionnelle sur ces sujets. Il y a maintenant Neoma, justement, qui avec cet engagement pour l'impact positif qui est donc lancé à travers la rentrée des tribus. Toi aussi, donc ça s'inscrit dans cette même mouvance, on va dire, sur la fabrique des possibles.
Ouais, on est là-dedans. Il y a un mouvement de fond qui est en train de se lancer. On le sent, où il y a quelques années en arrière, quand vous portiez le discours que je peux porter aujourd'hui, on vous prenait pour un extrémiste, un baba cool qui a mal vieilli ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, ça s'entend. Il y a une légitimité à porter ça et il y a un écho positif dessus. Après, c'est aussi ramener vraiment cette notion d'information. Et quand quelqu'un vous dit bah, c'est cool, moi je coupe l'eau quand je me brosse les dents et j'éteins l'électricité. Alors oui, les éco-gestes, c'est bien, mais les éco-gestes, c'est la base, mais c'est pas ça qui changera concrètement notre mode de consommation, parce qu'il va falloir faire des efforts bien plus drastiques que ça si on veut tenir les engagements, notamment des accords de Paris. Ok. Et justement, je sais pas si on entend, tu arrives à mesurer justement comment dire, soit les gestes à l'échelle individuelle, soit les gestes à l'échelle d'une organisation, pour voir si ça va dans le bon sens? Ben, on y va de plus en plus depuis déjà plusieurs années. Il y a des indicateurs qui s'appellent les indicateurs ESG, qui sont les indicateurs environnement, sociaux, de gouvernance, qu'on pas eu beaucoup d'écho pendant des années et qui maintenant commencent à prendre de plus en plus de place. Un grand nombre d'entreprises, les plus grosses, ont des obligations sur ces sujets. Pour les petites, ça va venir sûrement aussi. Et c'est justement exactement cette logique que tu dis, de pouvoir mesurer l'impact et de pouvoir y mettre des KPI, ce qu'adorent nos financiers, ce qu'adorent nos chefs d'entreprise, pour justement pouvoir regarder un petit peu et mesurer l'impact réel. Et puis au-delà de ça, dans cette mouvance, il y a aussi quand même quelque chose qui est une loi assez pivot au niveau français, qui est la loi Pacte, qui est passée en 2019. On verra de quoi elle accouchera. Il y a beaucoup de choses dans cette loi. C'est une loi un peu fourre-tout. Mais notamment, il y a un point sur la notion de travailler la raison d'être de son organisation, avec les notions d'entreprise à mission, et cette raison d'être qui doit devenir la boussole un petit peu de toutes les décisions d'une structure. Il faut savoir qu'un point important, au-delà de définir sa raison d'être, ce qu'incite à faire la loi Pacte, en parallèle, il y a quand même eu une modification de la définition d'une société dans le Code civil, où avant, donc, la société, elle est instituée dans les cas prévus par la loi avec une personne, les associés s'engagent à contribuer aux pertes, à se partager les bénéfices, etc. Je ne fais pas la définition. Il y a un élément qui a été rajouté qui dit que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code civil aujourd'hui. Et donc, on y est. Enfin, c'est le rôle des entreprises. Ça, c'est une grosse, pour toi, c'est une grosse avancée. En tout cas, ça montre, comme tu dis, que ça s'installe vraiment dans une démarche qui est commune à toutes les organisations. Alors, on comprend le cheminement, tu vois, on comprend les causes, les conséquences aussi si jamais on n'avance pas dans ce sens-là. Alors après, moi, je vais faire je suis commercial de formation, dans l'action. Et concrètement, alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on initie maintenant pour justement changer notre demain? Concrètement, moi, je pense que demain, l'entreprise de demain, ce sera une entreprise qui sera contributive pour la planète. Et donc, déjà, on commence à repenser et à remettre des sujets qui vont parler à certains, l'intelligence collective au centre de nos organisations. On les repense pour avoir un épanouissement individuel et collectif. Donc, on repense nos schémas organisationnels. On sort de ces modèles hyper pyramidaux hiérarchiques et on essaye d'aplatir, alors un peu avec les déclinaisons de l'entreprise libérée qu'on peut connaître avec différents modèles qui sont la sociocratie, l'holacratie, où en fait les différents collaborateurs s'engagent dans une visée commune, mais on va autonomiser et responsabiliser beaucoup plus l'ensemble des collaborateurs au sein de la structure, ce qui va dégager de la créativité et in fine quelque chose de positif pour la société. Il faut savoir que j'interviens aussi en tant qu'enseignant dans une école sur des étudiants en Master 2 en ressources humaines. Les principales attentes des sociétés où elles sont en alternance, c'est on a des difficultés de recrutement, on n'arrive pas à fidéliser, etc. Mais on est en plein dans le sujet, en fait. On n'arrive pas à recruter, soit on continue à dire les jeunes, ils ont 2 poils dans chaque main et on n'arrive pas à faire avec eux. Soit on repense un petit peu nos schémas et on s'adapte, on parle mission, on parle valeur, on parle sens du travail. Et là, on va avoir des personnes qui vont avoir envie de nous rejoindre. Et à ce titre-là, j'ai un exemple qui est
magnifique par sa réussite et qui parlera aux locaux, c'est la société Arcadie qui est basée à Alès. Donc, on est sur un bassin particulier. Hein. Alès, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite ville. Hein, je ne sais pas exactement le nombre d'habitants, et c'est un bassin économique très peu dynamique. C'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est commerce de bio, de tisane, herbes aromatiques et épices, et qui depuis 6 ans a entraîné un switch total sur son modèle organisationnel. Et ils étaient déjà très engagés environnementalement, mais là, qui sont encore passés à l'étape de dessus. Avant, quand ils recrutaient, ils avaient des difficultés parce qu'il fallait attirer les gens là-bas, etc. Depuis qu'ils ont mis en place cette transformation, ils sont en incapacité de satisfaire les candidatures spontanées qu'ils reçoivent parce que les gens veulent venir travailler chez Arcadie. Pas à l'aise dans une entreprise, mais c'est chez Arcadie qu'ils veulent venir travailler. Et donc ça change tout. Ça, c'est sur la partie humaine, on va dire. Après, au niveau environnemental, c'est aussi commencer par faire son bilan carbone, hein, tout simplement. Quel est le bilan carbone? On le calcule avec les différentes méthodologies où on se fait accompagner dessus par des personnes qui savent le faire, avec les analyses des scopes 1, scope 2, scope 3. Je ne rentre pas dans le détail sur le sujet, mais ça part aussi de là, hein, pour savoir de manière très concrète ce sur quoi on peut agir. Oui, il y a des outils concrets qui existent là-dessus, quoi. Complètement. L'ADEME qui porte vraiment ces sujets a mis en place une méthodologie. Il y a des consultants qui sont formés à l'accompagnement, en calcul du bilan carbone. Et il faut savoir que pour ceux que ça intéresse, en ce moment, il y a des aides très importantes de l'ADEME pour je crois que c'est les PME de moins de 100 personnes, pour justement les encourager à le calculer, où votre bilan carbone, il vous coûte quasiment rien. S'il vous coûte 1 000 euros, ou peut-être 2 000 euros à tout casser, mais voilà, vraiment pas beaucoup. Donc, c'est ça. Et puis, pour revenir sur le sujet du vivant, c'est aussi travailler sur des méthodes de créativité où on s'inspire du vivant. Le vivant, c'est un sujet passionnant et on ne l'apprend pas assez à l'école. On nous apprend de la biologie, mais c'est hyper factuel. Alors que quand on commence à s'intéresser à certaines approches, notamment l'approche biomimétique, je vous invite à regarder un peu ce qu'est le biomimétisme. C'est s'inspirer du vivant pour trouver des solutions. C'est le CBIOS en France qui porte un petit peu cette démarche. On arrive à des choses extraordinaires. Un exemple concret, le velcro. Le velcro, c'est le plus connu, hein, c'est l'exemple qu'on cite toujours quand on parle de biomimétisme. Il est né de l'observation des crochets mis en œuvre par certaines plantes pour la propagation de leurs graines via le pelage des animaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été observé. La nature a une capacité de résilience et d'adaptation extraordinaire et on gagnerait à l'observer et à s'en inspirer davantage. Et justement, parlant tu parlais de plusieurs concepts depuis tout à l'heure, est-ce que tu as un ou deux auteurs vraiment qui te portent, ou qui t'ont porté, ou qui t'ont ouvert, que tu pourrais partager à nous tous là, qui t'écoutons? Alors, il y en a pas mal parce qu'il commence à y avoir de plus en plus d'ouvrages sur le sujet et je crois que j'en ai vu passer quelques-uns dans le chat et je vous invite aussi à le regarder. Voilà. Peut-être 2 là qui sont pas mal d'actualité, enfin un dont on parle beaucoup en ce moment, qui est un livre qui s'appelle La Perma-entreprise, qui a été écrit par Sylvain Brozard. Sylvain Brozard, c'est le PDG d'une société d'informatique qui s'appelle Norsys, qui compte 400 salariés et au passage, c'est aussi le président de Greenpeace France, pardon. Et lui, il est très engagé sur ces sujets de modèle organisationnel et de comment l'entreprise peut s'inspirer notamment de la permaculture pour avancer et pour innover. Il y a aussi des recherches qui ont été menées par un universitaire de Toulon qui s'appelle Guillaume Perrochot sur le perm management. On est un peu dans la même lignée, c'est s'inspirer de la permaculture sur son modèle managérial. Mais tout à l'heure, quelqu'un parlait d'Edgar Morin. Edgar Morin, il est très intéressant aussi, alors pas forcément sur la partie uniquement biomimétique, mais globalement sur son approche et l'approche de la complexité sur ces sujets. Ok, super. Super, merci pour les conseils. Tu pourras peut-être, je pense, les mettre dans le chat aussi tout à l'heure pour qu'on puisse les lire. Ok, justement, comment dire, l'implication d'une organisation sur ces changements, ça nécessite un temps aussi long, j'imagine. En tout cas, tu prenais l'exemple de cette entreprise sur Alès. Comment on fait pour que demain, une entreprise, tu vois, cotée au CAC 40, qui doit tous les 3 mois répondre d'un résultat, etc. Enfin, comment, je ne sais pas si tu as la solution à nous l'expliquer de suite, mais tu vois,
le gap qu'il y a entre ces deux trucs-là, tu vois comment justement l'avenir, la méthode pour que ça bouge dans ce sens-là? Si je l'avais vraiment comme ça, je me présenterais, je ne sais pas à quoi demain, mais sur quelque chose d'un peu national. L'idée, en tout cas, clairement, aujourd'hui, où il y a une difficulté sur certaines structures, c'est notamment pour les sociétés cotées en bourse, avec des actionnaires qui sont souvent dans une attente de rentabilité à très court terme, voire quand il y a des investissements. Nous, ce qu'on croit, c'est que ça passe avant tout par de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation sur ces sujets pour changer notre rapport au temps. Changer notre rapport au temps, on en parle beaucoup aussi sur tout ce qui est développement personnel. Ouais, on est des êtres complexes, on est des êtres globaux. C'est important de changer notre rapport au temps aussi dans le monde du travail, dans nos organisations. Parce que le court terme, on voit aujourd'hui qu'il est mortifère, en fait, que toutes ces stratégies ne permettent pas quelque chose de positif pour la planète, pour la société globalement, mais elles sont plutôt négatives. Je ne peux que être d'accord avec toi sur ce point, en tout cas. Et Adrien, peut-être une dernière question, et après, je pense qu'on regardera les commentaires, les questions de tout le monde. Dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais, voilà, si demain, moi ou quelqu'un d'autre là qui est ici souhaite s'engager, c'est quoi l'action concrète qu'on peut faire demain pour aller, en tout cas dans ce sens-là? Est-ce que si on attend d'être PDG de Danone ou d'autres entreprises, on attendra peut-être un peu longtemps ou ce ne sera pas notre voie. Et qu'est-ce qu'on peut faire de très concret? Du coup, en fonction un peu de votre rôle dans l'organisation, si vous êtes en situation d'encadrement ou de direction, donc avec une capacité d'action, de responsabilité, moi je vous invite à mettre en place un double processus. Un processus éducatif et de sensibilisation sur les questions environnementales, par exemple en réalisant un atelier donc, qui s'appelle la fresque du climat. On en a parlé un tout petit peu en aparté. C'est un atelier qui est très ludique, qui est porté par une association au niveau national. Et pour donner la genèse, c'est un universitaire qui s'appelle Cédric Riggenbach, qui est enseignant climat, notamment à la Sorbonne et dans des universités à l'étranger, et qui voulait parler avec ses étudiants de questions climatiques, de dérèglement climatique. Et à part les rapports du GIEC, il n'y avait rien. Les rapports du GIEC, c'est 3000 pages. C'est incompréhensible par le commun des mortels. Donc, il a en fait vulgarisé ça et gamifié ça avec un jeu de 42 cartes et qui est vraiment hyper chouette. Moi, on l'utilise beaucoup. Je suis animateur personnellement et c'est vraiment, vraiment un super outil. Et en parallèle de ça, d'organiser et de mettre en place au sein de la structure une démarche de travail pour définir collectivement la raison d'être de la structure. La porter surtout pas tout seul. Faites quelque chose de collectif dans la démarche pour qu'elle soit partagée. Quelle est la contribution au monde de la société ? Faites-vous accompagner pour le faire parce que c'est bien d'avoir un externe, un facilitateur qui va venir apporter un regard externe sur ce sujet et lier tout ça aussi aux objectifs de développement durable de l'ONU. Ce n'est pas juste nous dans nos petits coins qui le disent. L'ONU, ils sont aussi sur ces postures-là. Et donc, si vous n'êtes pas forcément en situation d'encadrement, essayez de faire remonter ces infos et ces idées au sein du groupe, chercher les personnes ressources qui seront en capacité d'influer, de faire remonter ça. Et s'il y a des réticences des dirigeants, s'appuyer sur les choses les plus factuelles avec des exemples d'entreprises comme j'ai pu le prendre ou avec des chiffres. Là, on n'a pas le temps de forcément énormément rentrer dans les détails, mais il y a plein de chiffres qui montrent que c'est bénéfique pour la structure de le faire. Et si vous avez déjà fait ça, il y a d'autres pistes et on peut en discuter après par la suite, mais déjà, c'est un bon départ. Oui, carrément. Super, merci Adrien. Je pense que c'est super intéressant de savoir un peu comment influer et influencer ces changements. Alors, je vois également quelques commentaires, je t'en fais part. Il y a Marie justement qui corrobore tes dires sur la fresque du climat. Elle dit que c'est un outil génial. Elle l'utilise aussi dans son entreprise. Et même à l'école, justement, ce que tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'aller chercher aussi les plus petits pour les intéresser et les impliquer. Un super livre d'Edgar Morin sur la place du tout dans notre quotidien pour rester dans une dynamique apprenante, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Peut-être que tu l'as déjà dans ta bibliothèque, Adrien. Edgar Morin, c'est de toute façon une source inépuisable. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait partie des personnes encore aujourd'hui. On n'en aura peut-être plus beaucoup. J'espère qu'il commence à être vieux, Edgar Morin, mais j'espère qu'il lui reste encore quelques années pour transférer et partager tout ça.
Et il habite à Montpellier depuis 2 ans, ou depuis le Ah ouais? confinement, je crois. Ok. Bah, Peut-être vas-y. dans les questions, si on Ouais, remonte vas-y. un petit peu, il y avait le sujet de justement, qu'est-ce que tu penses, Adrien, des modèles RSE présents dans les grandes entreprises, qui fait aussi écho au gap, on parlait tout à l'heure de la marque employeur, au gap qu'il peut y avoir entre l'EVP, l'Employee Value Proposition, qui est proposé par, par les boîtes, et la réalité vécue derrière par les candidats. Ben, quand je parlais de greenwashing tout à l'heure, sur la majorité des grosses boîtes, on est principalement quand même aujourd'hui sur des effets d'annonce pour répondre à des attentes consommateurs ou à un marché global du travail aussi qui va en ce sens. Par contre, là où elles se retrouvent dans une vraie difficulté, notamment par rapport à leurs collaborateurs, c'est que quand on fait ces promesses-là en externe, qu'on recrute des gens et qu'au final en interne, on n'est pas sur cette réalité-là, mais sur quelque chose de complètement différent. Cette opposition, cette contradiction, elle crée une frustration très forte auprès des collaborateurs et ça entraîne du désengagement, des burn-out, enfin tout ce qu'on peut connaître après par la suite en termes de process sur l'interne. Et sur l'externe, c'est pareil, ces entreprises qui affichent plein de choses, mais qui au final après sont montrées du doigt parce qu'en réalité, elles ne mettent pas en œuvre ce qu'elles annoncent. En tant que consommateur, on parle de plus en plus de consommateurs, consommation, etc. Les gens, ils n'y reviennent plus, quoi, en fait. Ils disent, non, mais c'est bon, on nous a dupés, on nous dupera une fois, mais pas deux, quoi. Et si je prolonge un petit peu par rapport justement à ce gap qu'il peut y avoir, comment on gère? Parce qu'il y a certaines grosses boîtes, en fait, où paradoxalement, il y a quand même du middle management qui a envie de porter ces sujets-là et qui, sans doute, sont des gens bien qu'ils portent un petit peu. Pour autant, ils sont en confrontation avec les comités, enfin les COMEX et vraiment le top management. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre que ça remonte dans les échelles pour arriver enfin à faire avancer même les boîtes du CAC 40. C'est une question compliquée parce que la difficulté à le mettre en œuvre, par exemple, dans une BU spécifique ou dans un département et que ce ne soit pas déployé globalement par le groupe, si la dynamique se met en place et qu'à un moment, il y a le groupe qui dit stop, on arrête tout, alors que la dynamique hyper positive a démarré, pareil, en termes de frustration et d'opposition, ça va être compliqué. L'idéal, quand même, c'est d'avoir un minimum d'engagement et d'adhésion de la part de la top direction. Et c'est pour ça que nous, on travaille quand même principalement avec des plus petites boîtes et pas des entreprises cotées parce que c'est des paquebots à bouger en termes de structure. Après, il y en a de plus en plus des patrons aussi de grosses boîtes qui commencent à se poser dessus. Tout à l'heure, Tristan parlait de Danone. Bon, Emmanuel Faber, il n'a pas très bien fini chez Danone, mais néanmoins, aujourd'hui, Danone est entreprise à mission. Donc, ils seront audités sur le fait d'être entreprise à mission dans quelques temps et sur les engagements qui sont pris. On peut citer aussi Pascal Desmurger à la Maïf. On a Emery Jacquila à la Camif. C'est des entrepreneurs qui portent vraiment ça et qui veulent le déployer au sein de leur organisation. Moi, je suis persuadé que d'ici peu, les gens qu'on mettra à la tête de ces boîtes-là, ils porteront ces choses-là. Je croise les doigts. Moi, il y a une autre question aussi. J'ai regardé un petit peu pendant que je vous écoutais en même temps. Il y avait la question aussi de la cohérence justement qui était posée ou qui était portée. Jusqu'où on va? Est-ce que quand on porte ces sujets-là, replacer le vivant au cœur de nos organisations, de notre intérêt, on s'arrête où? Ça veut dire Greenpeace, végétarien, voire végétalien. C'est quoi la cohérence dans tout ça pour toi? On s'arrête pas. On s'arrête pas, mais parce que c'est un mouvement permanent et parce que, comme tout dans tout processus transformatif, il n'y a pas de fin. Mais la question de l'alimentation est un sujet hyper central parce que, notamment quand on fait une fresque du climat, on rentre un peu dans les détails là sur la sphère individuelle aussi de notre rapport à l'alimentation, de qu'est-ce qu'on consomme, de l'impact de manger autant de viande, par exemple, dans notre alimentation comme on peut le connaître aujourd'hui. Alors, devenir végétarien, je ne sais pas. En tout cas, à minima, c'est déjà calculé à titre personnel aussi son empreinte carbone, savoir où on se situe. Est-ce qu'on est à 11-12 comme un Français moyen? Est-ce qu'on est déjà à 6? Est-ce qu'on est à 18? Et surtout, si vous le faites, parce qu'il y a un très bon site qui s'appelle Nos Gestes Climat où vous pouvez le faire en 10 minutes, vous calculez votre empreinte carbone individuelle. Faites-le de manière
véridique. Ne mentez pas, hein. Il n'y a personne derrière l'ordinateur pour voir un petit peu si vous mentez et vous jugez. Donc, faites-le vraiment pour voir où vous pouvez progresser. Mais sur la partie alimentaire, oui, aujourd'hui, en résumé, on mange trop et on mange trop de viande, ça vient de trop loin. Oui, c'est re-questionner notre système alimentaire aussi, ça sera nécessaire. Après, moi, je crois peu à la rupture forte. Le changement, c'est un processus. Il y a beaucoup, c'est théorisé sur à minima du moyen terme. Et c'est pour ça que les accords de Paris ils sont portés à 2050, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de tenir, de dire demain, on fera 2 tonnes de CO2 par individu. C'est irréel. Déjà en 2050, va falloir s'accrocher. Mais donc voilà, c'est un processus long et petit à petit dans sa vie. Merci. Il y a une autre question par rapport justement à la sanction. Est-ce que selon toi, la sanction vis-à-vis du respect des normes, puisqu'on en parlait, hein, la loi Pacte et puis plein d'autres lois, c'est de plus en plus contrôlé. Est-ce que la sanction va permettre d'accélérer la transition écologique et éco-responsable? Est-ce qu'on a besoin de la sanction? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je pense que ouais, on va devoir passer par l'étape sanction. Par contre, à mon sens, l'étape sanction, elle arrivera quand déjà un volume de la société, un pourcentage de la société sera prêt à ce niveau d'acceptation. Et donc à un moment où on incitera, on obligera les entreprises à s'engager, sous peine de sanction si ce n'est le cas. Le faire alors que la société n'est pas assez mature pour le faire, c'est se retrouver à une opposition de la société. Donc sanction, oui, je pense qu'il va falloir arriver à des quotas carbone, il va falloir arriver à ces choses-là assez rapidement, parce que sinon on va aller dans le mur. Mais encore une fois, sensibiliser, éduquer. Tristan parlait des enfants. Oui, aller dans les écoles, parler de ces sujets, aller dans les établissements d'enseignement supérieur, aller dans tous ces endroits où les jeunes ils porteront ces sujets en entreprise et dans leur vie plus globalement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Grande question de Christelle. Alors, je la lis parce qu'elle est longue. Est-ce que s'appuyer sur la clarification de quelques-uns des 17 ODD en lien avec la mission des entreprises peut aider les managers à trouver des sponsors au sein du COMEX? Ça, c'est une première partie. Et comment relier le développement des compétences sans création d'une dynamique intrapreneur dans l'organisation. Donc, il y a les deux sujets de comment aider les managers à trouver des sponsors au sein du COMEX en s'appuyant sur des indicateurs. Et puis, la notion aussi d'intrapreneur dans l'organisation, comment on crée de l'émulation par rapport à ça. Alors, pour le faire dans l'ordre, les ODD, oui, bien sûr, oui, s'appuyer sur les ODD et aller chercher ceux qui font sens par rapport à notre activité, à notre organisation et j'ai envie de dire, même la raison d'être, elle peut être très, très en lien avec les ODD en réalité. Les ODD, si ça reste quelque chose qui a été pensé par l'ONU et qui rentre pas dans la société, ça n'a pas de sens. Le but, c'est justement que ça alimente nos projets de société, nos projets d'entreprise. Donc, bien sûr, s'appuyer dessus, c'est un outil et des mesures qui sont encore trop peu connues. Je connais pas les chiffres, je sais pas s'il y a eu un jour une étude, mais vous faites un sondage auprès des Français sur le nombre de personnes qui connaissent les ODD de l'ONU. Je pense qu'on ne sera pas très élevé en termes de pourcentage. Donc, encore une fois, informer dessus, mais après, complètement s'appuyer dessus. Et sur la logique d'intrapreneur, en fait, de travailler sur les modèles d'organisation pour justement aller sur des fonctionnements par cercle avec plus d'autonomie. C'est dans cette dynamique-là, mais où on est par contre sur l'intrapreneuriat collectif. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont portées par un collectif d'individus où on va leur laisser de l'autonomie, de la capacité d'innovation sur un projet. Alors peut-être qu'initialement, ça vient d'une personne qui a eu l'idée, mais après, ça sera porté et vécu par plusieurs personnes. Encore une fois, moi, je pense que ces choses-là vivent par la force du collectif et qu'on a besoin de remettre de la force du collectif. Mais donc, oui, l'intrapreneuriat collectif dans les organisations, je dirais.
Je ne sais pas si j'ai trop répondu à la deuxième question. Si, je pense que ça marche. En tout cas, c'est un éclairage. Denis nous rappelle que le GIEC publie des versions résumées de ses rapports sur les synthèses pour les décideurs. Donc là aussi, c'est des sources d'informations intéressantes pour aller convaincre les COMEX. Oui, Adrien. Oui, sur ça, en effet, Denis, merci. Et je vous invite à aller en termes de sources. Il n'y a pas mieux que le site de bonpote.com qui notamment fait aussi des synthèses de rapports du GIEC qui sensibilisent de manière scientifique et factuelle toutes les données climatiques. C'est un ancien financier, hein. C'est un ancien de la finance qui a vu des choses qu'il ne veut plus voir et du coup s'est converti à ça. C'est aujourd'hui en France la meilleure, voire le meilleur blog un peu d'informations sur ces sujets. Donc beaupote.com, allez-y si vous avez envie de creuser. Et Adrien, moi je voudrais savoir par rapport au manifeste justement de Neoma sur l'engagement positif, l'engagement pour l'impact positif. Je le fais en français, j'aime bien. Justement, est-ce que c'est un outil pour toi? Ça va être tu vas les aider, ils vont t'aider. Comment ça va faire? Parce que tu parlais du sens du collectif autour de cet engagement. On le comprend bien. Il faut tout le monde à bord. Qu'est-ce que ça peut justement apporter en impact par rapport au réseau Neoma? Alors ouais, moi je trouve qu'on va complètement dans la bonne direction. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Maureen, qui est une des 3 personnes qui pilote le projet justement sur comment on pourrait créer des passerelles. Moi, la seule limite que j'y mets et que je lui ai dit de manière très concrète, c'est qu'il faut qu'on passe à l'action derrière. Si c'est un manifeste pour signer des bonnes intentions, Maureen est là. Maureen. Voilà, qu'on mette des actions en place derrière, mais voilà, elle m'a exposé qu'en effet, il y avait des choses qui allaient être mises en place, etc. Donc cette dynamique-là complètement, porter ça auprès des réseaux des différentes tribus alumni et justement accompagner les gens qui ont envie d'aller sur ces sujets, parce que parfois on a envie mais on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et le deuxième step qui est pour moi primordial, et s'il y a des gens là, pas de Neoma alumni mais de Neoma qui sont là, je pense qu'il est hyper important de repenser complètement nos contenus pédagogiques au sein de l'école et au sein globalement des différentes écoles de commerce. Il y en a qui ont commencé sur le sujet, mais en fait cette logique d'impact, elle doit irriguer l'ensemble des contenus pédagogiques qu'on peut dispenser en école. Donc ça, c'est encore le step d'après, mais tu vois, il ne devrait plus y avoir des cours de finance d'entreprise où tu ne parles pas de finance responsable, et en tout cas des indicateurs qui existent. Ça devrait être vraiment le fil rouge de l'ensemble des sujets. Est-ce que c'est pas justement les élèves de, je ne sais plus si c'est Sciences Po ou l'ENA, qui ont demandé expressément à être formés sur ces sujets-là? Parce que c'est indispensable en fait. Ouais, il y en a eu plein. Ça a été porté par Sciences Po, il y a eu HEC, il y a eu l'ESSEC, il y en a eu pas mal en effet, où ils ont demandé qu'on incorpore ça. Il y en a même eu, alors je sais plus c'est lesquels, je crois que c'est HEC, dans le cadre du remplacement du dean de l'école, qui ont demandé à ce que le profil du nouveau dean soit profondément marqué impact positif, climat, etc., pour que ce soit vraiment véhiculé au sein de l'école. Il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines, moi, je faisais une fresque du climat auprès de Polytech Montpellier. Je vous assure que c'est dans leur sujet aussi, hein. Les étudiants, ils sont en demande là-dessus. Ils veulent qu'on leur apprenne comment on fait de la low-tech et comment, justement, on a un impact plus positif à travers ce qu'ils veulent porter. Donc, soit les écoles s'y mettent, et dans ce cas-là, elles pourront continuer à attirer, soit sinon... je ne vois pas ce qu'elles vont continuer à apporter. C'est la même logique que la marque employeur, en fait. C'est la marque recruteur pour les écoles. Ouais, complètement. En lien avec l'employeur, en plus, ouais, c'est sûr. Il y a une question. Ouais, Dorothée, vas-y. Non, une nouvelle question qui vient d'arriver, comme vous étiez engagée. Julie, tu l'as... Je la lis, c'est Valérie qui nous a rejoint. Bonsoir Valérie. Est-ce qu'on a parlé du collectif Alumni for the Planet, j'imagine, initié par HEC? On était juste, je pense, alors je ne sais pas si c'était ce collectif-là auquel tu faisais référence, Adrien. Ça fait partie des initiatives qui sont portées. Il faut savoir que moi, à titre personnel, avec le projet, on est sur un groupe WhatsApp qui s'appelle Transition Interécole, où on est un peu, il y a des gens de HEC, l'EDEC, l'ESSEC, Sciences Po, il y a un peu tout le monde. Ça se bouge vraiment dans toutes les écoles. Ceux qui sont le plus avancés, pour être transparent au niveau école de commerce, c'est l'ESSEC aujourd'hui, qui ont vraiment entamé un virage assez
conséquent, le SCP y vient aussi. Là, ils ont créé un cours complet sur les questions climatiques. Donc, voilà, on est dedans. On essaye aussi de porter ça un peu avec toutes nos autres casquettes qu'on a à parallèle. Mais oui, ces dispositifs et ces mouvements qui se mettent en place, c'est vraiment cette dynamique-là dont on parle. Super. Merci beaucoup, Adrien. Je trouve qu'on a pu explorer pas mal de facettes de toute la thématique que tu cours. Encore une fois, je pense que l'action, moi j'ai une action en tout cas que j'invite à tous ceux qui le peuvent à venir The Island rencontrer Adrien. Je pense que ça, c'est déjà une bonne première action pour avoir encore plus d'infos et derrière pouvoir se structurer dans ce changement. Et je vais laisser la parole, je fais un peu le timekeeper, je laisse la parole à Dorothée pour pouvoir conclure cette session et je vous remercie à tous d'avoir participé. Moi, si je peux juste… excuse-moi Adrien, vas-y, un dernier mot. Avant Dorothée, c'est des sujets quand on en parle, et notamment quand on y met la sphère personnelle, les enfants, etc., qui peuvent être un peu anxiogènes, où on se dit merde, mais qu'est-ce qu'on peut faire, ou c'est la fin du monde, on va pas y arriver. Là, hier, j'étais sur un festival à Montpellier où les gens ils me disaient non, mais de toute façon, ça va être l'extinction de l'espèce humaine. Okay, bon, après, chacun peut avoir son point de vue dessus. Moi, je voudrais juste finir sur une citation qui me porte beaucoup d'Antonio Gramsci, qui est le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Ouais, on peut avoir conscience de la situation et pour autant avoir envie de faire bouger les choses et essayer de, comme le fameux petit colibri de Pierre Rabhi et de sa légende sud-américaine, essayer de faire sa part aussi. Et tous les grands changements de société ont commencé par un petit groupe de personnes qui ont porté ça. Donc, je suis persuadé qu'on peut y arriver. Et je passe la parole à Dorothée pour finir. Super, merci Adrien. Merci pour cette conclusion positive. On voulait justement mesurer un petit peu, alors ce ne sera pas le mouton cette fois-ci, mais juste de 1 à 5, peut-être pour les participants, quel est votre retour sur cette présentation? Donc 5, c'est vous êtes très content d'avoir été avec nous au lieu de l'apéro. 1, c'était moins intéressant pour vous. Voilà. C'est intéressant pour nous, pour Adrien, de mesurer. On a même un 6 d'Olivier. Donc 5. Et on aimerait discuter encore. Voilà. Donc, merci Adrien. 5. Voilà. Et puis, alors, en même temps que vous votez, on vous invite à une deuxième chose pour ancrer ce changement dont nous parlait Adrien. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place demain dans votre entreprise? Aller chercher des sponsors, parler au top management. Vous êtes vous-même top management. Qu'est-ce qu'une action hyper concrète qu'on vous invite à indiquer ici pour prendre un engagement avec vous-même? Parce qu'on ne viendra pas vous revoir, mais c'est vraiment un engagement avec vous-même suite à ce qu'on a vu aujourd'hui avec Adrien. Donc, mesurer mon impact individuel en CO2. Super. Ça, c'est très important ce que tu dis, Tristan. Ça commence aussi par là, d'avoir conscience des échelles aussi. En fait, parfois, on ne s'en rend pas compte de qu'est-ce qui émet dans notre quotidien. Donc, nos gestes climat calculés, son empreinte carbone individuelle, c'est bien. Organiser une fresque du climat, alerte, voilà, on a compris dans ton discours, c'est vraiment des petites choses, et puis c'est petites choses, puis petites choses, puis petites choses qui vont faire changer les choses. Donc, alerter sur la pollution liée au numérique, faire notre bilan carbone. Marion. Pollution numérique aussi, vaste sujet, on pourrait en parler. Alors, on est pris par le temps, mais on pourrait en parler pendant très longtemps aussi. Olivier Guérin, j'arrête l'avion pour Paris. Végétarisme. Oui, stop l'avion pour Paris de Montpellier, ça n'a pas de sens. On est venu à 2 avec Julie, on a fait du je sais plus le terme. Covoiturage. Covoituré, merci. Oui, le train est top. Voilà, Denis est très très engagé sur le côté alimentaire. Voilà. Et on avait envie de mesurer votre retour et puis que vous inscriviez une dynamique, une étape pour la suite. On va dire au revoir à tous les participants. Un grand merci à Adrien, à Tristan, à Julie. Merci à toi, Dorothée. Merci à vous. C'était chouette.